Monsieur le Premier ministre, merci d'accepter notre interview. Vous avez dîné avec le président Macron. Le sujet de l'Ukraine était évidemment sur la table. Est-ce que vous craignez qu'il y ait un risque que ce conflit dégénère? Il est en train de dégénérer. J'ai eu un excellent dîner avec le président Macron, une rencontre très chaleureuse durant laquelle nous avons évoqué nos intérêts communs et notamment celui de voir la fin de la tragédie en Ukraine. Est-ce que ce conflit peut empirer? La réponse est oui, c'est possible. Et nous devons tous jouer un rôle pour que cela cesse. Est-ce que vous partagez l'inquiétude qu'une victoire de la Russie aurait des conséquences sur la sécurité globale? Je partage l'analyse que cela créerait un déséquilibre global. Mais pire encore, cela pourrait s'étendre à des régions auxquelles on ne pense pas aujourd'hui. Tous ceux qui peuvent aider à arrêter ce conflit doivent le faire. D'abord pour stopper le massacre, et ensuite pour restaurer la stabilité et la sécurité et l'économie mondiale. Israël a condamné l'invasion en Ukraine, mais vous n'avez pas apporté d'assistance militaire. Est-ce que Israël est prêt à apporter ou à livrer des armes défensives à l'Ukraine? Israël apporte une assistance humanitaire. À bien des égards, elle a accepté des réfugiés ukrainiens, juifs et non-juifs. Un nombre très important rapporté à notre population. Nous sommes un petit pays. Moins de 10 millions d'habitants. Israël fournit d'autres types d'aide. La question de l'armement a été analysée et écartée par le gouvernement précédent. Je vais étudier la question et j'y répondrai de la meilleure manière. Nous sommes aux côtés de l'Ukraine. Nous étudions cette question en fonction de notre intérêt national. Mais nous avons d'autres considérations, notamment la très grande proximité opérationnelle que partagent l'armée de l'air israélienne et l'armée de l'air russe. Leurs avions opèrent dans l'espace aérien syrien à des distances très réduites. Nous avons évité jusque-là toutes les confrontations entre nos deux aviations. Nous ne voulons pas une confrontation militaire avec la Russie. Je ne crois pas que cela serve les intérêts de quiconque. Jusque-là, nous avons partagé l'espace aérien syrien pour détruire les positions militaires de l'Iran, dont elle se sert pour nous attaquer. Nous avons des considérations à prendre en compte que d'autres n'ont pas. Mais nous soutenons l'Ukraine de bien d'autres manières. Vous possédez le système de défense le plus sophistiqué au monde, le dôme de fer. Vous réfléchissez à le livrer à l'Ukraine? Oui, j'y réfléchis, c'est ce que je fais. Vous avez une échéance? Oui, enfin, d'abord, mon administration prend ses marques. On a presque fini de composer le gouvernement et nous allons fixer l'orientation politique globale, puis nous allons étudier cette question. Donc c'est une option, vous pourriez livrer ce système? Je ne peux pas faire de promesse définitive. Je dois regarder ce qui est disponible, notre politique, mais aussi nos intérêts dans la région. La contribution d'Israël sera peut-être dans d'autres domaines. Vous le savez peut-être, mais le gouvernement américain a récemment ponctionné 150 000 munitions dans les réserves israéliennes et a décidé de les livrer à l'Ukraine. C'est une quantité importante et une baisse dans nos réserves. Mais c'est une décision américaine. Vous êtes d'accord que ce système de défense pourrait sauver des vies civiles en Ukraine? Sûrement, mais nous n'en avons déjà pas assez pour nous protéger nous-mêmes, ou juste assez. Vous avez été approché en février dernier pour assurer une mission de médiation entre la Russie et l'Ukraine. Si on vous le demandait une nouvelle fois, accepteriez-vous aujourd'hui de conduire une médiation? Quand j'ai été approché indirectement et de manière informelle par des acteurs qui se prétendaient proches des dirigeants, je leur ai dit, d'abord, il n'y a qu'un seul Premier ministre. Et ce n'était pas moi le Premier ministre à l'époque. Deuxièmement, je leur ai dit, même si j'avais été Premier ministre, je n'étais pas sûr que le timing soit bon. Mais maintenant, vous êtes Premier ministre. En effet, je suis Premier ministre. Si les deux belligérants me le demandent et si les États-Unis y sont favorables, pas seulement l'Ukraine et la Russie,
mais aussi les États-Unis, parce qu'Israël fait partie de l'Occident. Nous partageons les mêmes valeurs. Donc, s'il y a un intérêt, et si le moment est opportun, je considérerai ce rôle. Vous a-t-on demandé? Si je devais vous annoncer quelque chose, je vous en tiendrai informé. Vous avez souvent loué les qualités de Vladimir Poutine, vous avez loué votre proximité. Est-ce que vous savez changer votre regard sur le président russe? Je pense que tout le monde a été déçu par sa décision de mener une action militaire en Ukraine. Ma relation avec lui est très claire. Je lui ai dit, écoute, nous ne pouvons pas laisser l'Iran, qui veut notre destruction, établir une milice chiite de 100 000 hommes, commandée par des généraux iraniens sur notre frontière nord avec la Syrie. Ils vont créer une armée et la positionner à notre porte. C'est l'Iran qui veut non seulement développer une arme nucléaire pour nous annihiler, et aussi de nous mettre en danger. Donc, au début, j'ai dit à Poutine, regarde, on a un choix. On peut aller jusqu'à la confrontation, ou on peut trouver un terrain d'entente. Israël agit librement. On n'interfère pas avec tes actions en Syrie et tu nous laisses tranquilles. On a trouvé un compromis qui sert les intérêts d'Israël et donc Poutine pense que ça ne menace pas les intérêts russes. On a décidé de se laisser tranquille, chacun de son côté. Ça, c'est une considération essentielle qui est spécifique à notre pays. Nos intérêts vitaux sont en jeu. Le président Macron vous a-t-il demandé de faire plus pour l'Ukraine? Nous avons discuté de l'opportunité de coordonner des actions, mais je n'irai pas dans les détails. Il y a aussi des aspects diplomatiques et politiques. Le 28 janvier, une usine militaire a été détruite par une frappe en Iran. Israël est-elle responsable de cette frappe? Je ne commente pas les actions spécifiques. À chaque fois qu'il y a une explosion en Iran, on pointe du doigt Israël. Parfois c'est vrai, parfois ça ne l'est pas. Notre politique est toujours la même, et je l'ai appliquée à chaque fois que j'étais au pouvoir. Empêcher l'Iran d'obtenir la bombe nucléaire et les autres armes qui pourraient mettre en danger Israël. Et elles ne nous visent pas uniquement. Voilà comment l'Iran voit le monde. L'Amérique est le grand Satan, Israël est le petit Satan et l'Europe est le Satan de moyenne taille. Ne le prenez pas mal. Vous êtes un Satan de taille moyenne. Mais vous êtes quand même un Satan. Pour eux, l'idée d'une société ouverte et libre est un anathème. Ils veulent imposer à tous les musulmans leur version radicale de l'islam. Mais ils ont aussi cette mission de s'opposer à toutes les démocraties qu'ils détestent. Regardez comment ils détestent la démocratie. Regardez ce qu'ils font à ces femmes si braves qui protestent contre le port du voile. Des hommes et des femmes dans la rue qui demandent les droits les plus fondamentaux, celui de dire, de penser, de porter ce que l'on veut. La vraie nature de ce régime est enfin révélée à la fois par la répression meurtrière intérieure et par le massacre d'innocents hors de leurs frontières, en livrant leurs drones meurtriers. Aujourd'hui, le monde a compris combien ce régime est néfaste. Et je pense qu'il va y avoir un autre consensus. Le danger que représente ce régime fanatique, extrémiste et meurtrier s'il obtient la bombe nucléaire et les moyens de l'envoyer sur Israël, sur l'Europe et sur les États-Unis. On sera tous les otages de ces fanatiques. C'est dangereux et ça pourrait changer l'histoire. C'est une ligne rouge? C'est une énorme ligne rouge qui clignote. Je dirais même une ligne rouge avec une alarme. Ils ne doivent pas mettre leurs mains sur la bombe nucléaire. Le président Macron et moi avons discuté de l'importance d'éviter cela. Ils doivent savoir qu'il y aurait un prix à payer s'ils franchissent cette ligne. Mais l'Iran livre aussi des armes à la Russie. Prenez-vous des actions pour arrêter ces livraisons de drones? Notre but n'est pas seulement de les empêcher d'obtenir l'arme nucléaire, mais aussi des armes meurtrières, des missiles et les moyens de nous attaquer.
Bien sûr qu'ils livrent dans beaucoup de régions, et aussi dans le conflit ukrainien. Bien sûr, nous essayons de les en empêcher, mais je ne commenterai pas les frappes qui nous sont attribuées. Mais vous ne démentez pas. Est-ce que je dément ? Je passe mon temps à démentir les choses. Non, je ne veux pas rentrer dans les détails. En septembre, le président Macron a rencontré le président iranien Raïssi. Pensez-vous que c'était une erreur ? La répression en Iran avait déjà commencé, les manifestations avaient déjà débuté quand il a rencontré le président iranien à New York. J'ai beaucoup de respect pour Emmanuel Macron. Je ne peux pas entrer dans les détails de nos discussions. Ce qui est ressorti de notre conversation est un rapprochement de nos points de vue. Je ne veux pas dire que nos positions sont identiques sur tout. Mais il y a une convergence de nos perspectives sur l'importance de prendre des mesures communes dans beaucoup de domaines pour empêcher l'Iran d'acquérir la bombe nucléaire. Ce que vous dites en fait, c'est que les Européens sont en train de se rapprocher de vos positions, une position dure contre l'Iran. Oui, je crois qu'il y a un changement. Ce changement a été initié par la brutalité de la répression du régime iranien contre ses citoyens. Et aussi le fait qu'ils fournissent des drones tueurs en Ukraine. Oui, ça leur a fait changer d'avis. C'est un régime très dangereux et le monde est en train de le réaliser. L'Europe, les États-Unis, tout le monde va souffrir des conséquences. La paix mondiale. Nous devons agir ensemble pour essayer d'éviter qu'ils obtiennent la bombe. Et oui, je pense que les Européens le comprennent et je l'ai senti lors de ma conversation avec le président Macron. Donc vous dites que le président Macron est d'accord avec vous pour durcir les positions contre l'Iran, car il était favorable à un retour aux négociations sur le nucléaire iranien. Je ne vous donnerai pas les détails de notre conversation, mais je vous le dis, nos points de vue sur l'Iran n'ont jamais été aussi proches depuis que je suis Premier ministre. Et comme vous le savez, j'ai été longtemps Premier ministre. Oui, je m'en souviens. Je me suis présenté à beaucoup d'élections. À propos de l'escalade de la violence en Israël, en Cisjordanie et dans la bande de Gaza, le secrétaire d'État américain vous demande de prendre des mesures pour réduire la violence. Êtes-vous prêt à le faire ? Oui, j'ai pris des mesures pour faire baisser la violence. Je l'ai déjà fait dans le passé en tant que Premier ministre. J'ai été Premier ministre pendant 15 ans. Pendant ces années, vous regardez les statistiques officielles de l'armée israélienne, ce sont les périodes les plus calmes et les plus sûres dans l'histoire d'Israël. Pourquoi ? Parce que je combine deux actions. Une politique ciblée de sécurité, pour lutter contre les auteurs et les soutiens des actions terroristes, mais aussi une aide économique pour tous les autres. On a 150 000 Palestiniens qui travaillent sur le territoire israélien chaque jour. Je ne les arrête pas, même quand nous avons des attaques terroristes. Je les laisse travailler. Est-ce que cela remplace un accord politique avec les Palestiniens ? Non. Donc ma réponse à votre question est d'abord, on doit contenir ce conflit et éviter l'escalade du mieux qu'on peut. Mais je pense que pour régler définitivement la question palestinienne, il faut d'abord établir une paix entre Israël et les pays arabes. Et après, essayer de régler la question palestinienne. La question est, quelle est la prochaine nation ? Vous avez signé l'accord d'Abraham avec Bahreïn et les Émirats arabes unis en 2020. Êtes-vous prêt à faire la paix avec l'Arabie saoudite et si oui, à quelles conditions ? Je serais ravi si ça devait arriver. Je pense que les accords d'Abraham de normalisation des relations avec les Émirats arabes unis et Bahreïn n'auraient jamais pu être signés si l'Arabie saoudite s'y était opposée. Je pense que l'Arabie saoudite est ouverte à la paix. Mais c'est leur décision, quand le moment sera venu. Ça peut se produire de manière graduelle. Ça peut se faire de plusieurs manières et ça pourrait changer l'histoire. Je pense que ce serait encore plus important que les accords d'Abraham. L'Arabie saoudite n'est pas un pays comme les autres. Ça amorcerait la fin du conflit israélo-arabe et ça faciliterait une fin réaliste du conflit israélo-palestinien. Et quand pensez-vous signer un accord ?
Probablement plus rapidement que ne le pensent les gens, mais ça dépend du pouvoir saoudien. Plus rapidement, ça se compte en mois, en années? Je ne crois pas que ça doit forcément prendre plusieurs années. Alors peut-être cette année? J'espère. La porte est ouverte. Quand j'ai dit que j'allais faire la paix avec le monde arabe en contournant les Palestiniens, les gens ne m'ont pas cru. Quand j'ai dit que j'allais transformer Israël d'un État semi-socialiste en un État dynamique et libéral, les gens ne m'ont pas cru. Quand je dis que mon objectif est de finir le conflit entre Israël et les pays arabes, les gens me croient maintenant. Mais je ne vais pas vous donner une échéance immédiate. J'en ai une dans ma poche. Je préfère d'abord réaliser les objectifs et en parler après. Merci beaucoup. En français. Merci beaucoup. Nous avons parlé de la paix. J'avais fait la paix. Et je la ferai encore. J'ai fait la paix. J'ai fait la paix. J'ai encore des progrès à faire en français. Merci beaucoup.